Bonjour à tous. Effectivement, Expandis est une société d'accompagnement à l'international, comme l'a dit Emmanuel, effectivement présente à Londres depuis 15 ans, également avec un bureau en Inde depuis 4 ou 5 ans. Et on accompagne effectivement des entreprises, alors pas forcément que le secteur du mobilier ou Industrie Connect, mais également dans d'autres secteurs d'activité, mais donc à s'implanter sur le marché UK, à retrouver des partenaires de distribution ou autres pour effectivement augmenter leur flux d'affaires sur le UK. Alors, 20 minutes pour le marché de l'ameublement, on va prendre un peu le helicopter view, comme disent nos amis britanniques. Mais on va essayer de plonger un petit peu parfois, et puis j'espère qu'on aura l'occasion plus tard dans la matinée, dans les séances de questions-réponses, et également dans les entretiens individuels, si vous avez des points plus spécifiques sur votre marché à vous, entre votre secteur, pour répondre à vos questions, bien entendu. L'économie britannique, déjà, selon les années et selon les devises, est au même niveau que la France à peu près, hein, avec un PIB aux alentours de 2300 milliards d'euros, donc 2000 milliards de pounds, et avec une population équivalente à la France, 66 millions d'habitants. Par contre, une densité beaucoup plus importante que la France, puisqu'effectivement le territoire britannique est plus petit que la France. Et surtout, si on prend l'Angleterre, si on enlève l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre est encore plus dense, puisqu'on est à plus de 300 habitants au kilomètre carré en Angleterre, comparé sûrement à 100 ou et quelques en France. Donc ça veut dire que l'espace est beaucoup plus rare en Angleterre, donc beaucoup plus cher, et donc effectivement avec des problématiques d'aménagement d'espace pour le domestique, pour le bureau, pour les espaces commerciaux. Une croissance qui est molle, mais qui se maintient, malgré effectivement les soubresauts liés au Brexit et aux changements en cours au Royaume-Uni. Un pouvoir d'achat équivalent dans le haut même de la moyenne de l'Union européenne, et avec une inflation qui a effectivement un peu augmenté ces derniers mois du fait de la dévaluation de la livre, qui a quand même perdu 10% par rapport à l'euro, et donc ce qui a renchéri les importations, et le Royaume-Uni est quand même toujours une économie fortement importatrice. Les agglomérations, 8,8 millions d'habitants pour Londres, 1 million pour Birmingham et ensuite 600 000 pour Glasgow, qui sont les trois plus grosses agglomérations. Mais effectivement, il y a énormément d'agglomérations de taille moyenne, aux alentours de 400-500 000 habitants au Royaume-Uni et surtout en Angleterre. Alors, sur le chiffre du marché de l'ameublement au Royaume-Uni, donc là, on a un chiffre qui sort de Statista, qui mesure le chiffre d'affaires de l'ameublement au Royaume-Uni à 17,7 milliards de livres sterling en 2017. On voit plutôt une forte augmentation depuis 2012, qui, elle aussi, résultait d'une baisse par rapport à la crise de 2008, hein, puisqu'on était à 15 et quelques en 2008. Ensuite, on est descendu à 12 milliards en 2012, pour remonter à 17 en 2017. Donc finalement, on s'aperçoit que le marché est quand même en assez croissance, en tout cas constante. Le marché de l'immobilier au Royaume-Uni se porte plutôt bien. Pas de soubresauts liés, encore une fois, au Brexit ou aux changements globaux. Beaucoup de projets de construction. Toujours ces problématiques d'espace. Donc comment effectivement, puisque la population augmente, loger tous ces nouveaux arrivants, tous ces nouveaux ménages. Donc il y a vraiment énormément de projets, que ce soit dans le résidentiel, que ce soit dans le commercial ou dans les bureaux en ce moment au Royaume-Uni. Donc voilà, donc une croissance qui est quand même effectivement toujours importante. Vous voyez, 6% par an entre 2016 et 2017. Et je vais passer au slide suivant. Alors ces 17,7 milliards de livres de chiffre d'affaires se décomposent en 11 milliards en production locale et 6 milliards en importation. Donc en gros, le marché UK de l'ameublement est dépendant pour un tiers d'importation et 2 tiers de production locale. Si on fait un focus sur les importations de mobilier au Royaume-Uni, un tiers vient de Chine, sans surprise,
Ensuite, vous avez l'Allemagne pour 10%, la Pologne, 10% également, l'Italie pour 10%, le Vietnam, de manière surprenante, et la France qui vient avec 2%. Donc 2% des importations au Royaume-Uni viennent de la France, ça fait, si on compare à 6 milliards, ça fait à peu près 300 millions de livres sterling d'importation de France. Alors forcément c'est 5 fois moins que l'Italie, et j'imagine que ce chiffre a été en décroissance par rapport au passé. Mais bon, ce qui laisse des opportunités, on va dire, de croissance, de recroissance pour l'avenir. Alors, le marché UK sur l'ameublement est composé de 50 000 entreprises à peu près. Beaucoup sont des micro-entreprises et des petites entreprises. Et sur ces 50 000, on compte un peu plus de 8 000 qui sont des producteurs, donc qui sont effectivement des entreprises de manufacture de mobilier. Ça représente 327 000 personnes employées. Et on estime à 150 000 la partie distribution, c'est-à-dire effectivement les professionnels qui sont dans les magasins où la distribution et la vente de mobilier. Alors effectivement, on peut décomposer le marché de l'ameublement en trois sous-secteurs, qui sont le marché du secteur de mobilier de maison, donc domestique, le mobilier de bureau et le mobilier contract, qui est forcément ce mobilier, ce marché qui est fait via prescription, donc prescription d'architectes, de designers ou autres contracteurs qui sont très présents au Royaume-Uni. On estime que le marché du contract représente 20% du chiffre d'affaires total de l'ameublement au Royaume-Uni. Mais étant donné que les ventes et la facturation se font souvent avec des acteurs qui sont dans les deux premiers créneaux, il est difficile d'identifier ou en tout cas d'isoler ces ventes-là, puisque ce sont des ventes souvent où l'architecte, le designer touche une commission sur une facturation directe entre le client et le fournisseur. Alors, à noter aussi, et je pense que c'est un peu général en Europe, que les frontières se brouillent entre ces secteurs, puisqu'effectivement des acteurs du marché domestique rentrent sur le secteur du bureau et vice-versa. Le secteur du contract, qui est plutôt spécialisé sur les espaces commerciaux ou professionnels, finalement peut essaimer aussi dans le résidentiel et dans bien sûr le corporate. Donc voilà, donc il est de plus en plus difficile effectivement d'isoler un petit peu ces secteurs-là. Alors, sur les principaux acteurs sur le marché de l'ameublement au Royaume-Uni, en termes de distribution, donc le premier, le leader est IKEA avec 7,5% du marché. Et vous voyez donc sur la partie droite du camembert, donc il faut compter 15 entreprises pour représenter à peu près la moitié du marché de l'ameublement au Royaume-Uni. Donc le reste, effectivement, est constitué d'acteurs de taille plus petite, ce qui montre que c'est un marché toujours très, comment dirais-je, disséminé, en tout cas avec des multiples acteurs de taille plutôt moyenne ou petite, donc indépendants. Voilà, même si quand même, voilà, on a quand même des acteurs qui sont des chaînes établies. Donc après Ikea, vous avez un acteur qui s'appelle DFS, pardon, qui est spécialisé sur les canapés, donc Sofa, qui représente 5,5% du marché. Sainsbury, qui représente 4,8% du marché, qui a racheté en fait une chaîne de distribution non alimentaire qui s'appelle Argos, qui est un cataloguiste à la base. Et en fait, c'est Argos qui effectivement produit ce volume de mobilier pour Sainsbury, sachant que Argos n'est pas du tout spécialisé sur le mobilier. Ils vendent également de l'électronique, ils vendent également tout produit non alimentaire. Le quatrième est John Lewis, qui est un department stores, donc une chaîne de grands magasins, type Galeries Lafayette. Et John Lewis a une très bonne réputation sur l'ameublement, mais perd de l'argent, puisqu'effectivement ces acteurs-là sont des acteurs de ce qu'on appelle le high street au Royaume-Uni, c'est-à-dire ces acteurs qui ont des magasins sur les rues principales commerçantes des grandes villes britanniques. Et ces zones de chalandise sont en crise majeure. Donc voilà, il a repensé le modèle de ces acteurs-là. Le suivant est Steinhoff, qui possède Conforama en France, qui possède également plusieurs chaînes au Royaume-Uni,
qui est un petit peu en déconfiture en ce moment du fait de problématiques comptables en Afrique du Sud, d'où vient le groupe. Donc ce groupe-là, il y a un questionnement par rapport effectivement à l'évolution de ces chaînes, si elles vont devenir indépendantes ou pas. Nobia est un acteur sur les cuisines, 3,9% du marché. B&Q est un acteur du DIY, donc la GSB, qui effectivement pareil essaime aussi dans le côté mobilier. Wren, SCS sont des distributeurs ameublement traditionnels. Next est une marque d'habillement, donc qui SM sur le côté home, donc sur le côté furniture. Donc ça c'est une grosse tendance aussi, que finalement les acteurs de l'habillement s'étendent dans des secteurs non-habillement. Et c'est ce qu'on va appeler un petit peu la distribution lifestyle. Ça veut dire qu'effectivement, étant donné qu'il s'adresse à une cible identifiée de consommateurs, pourquoi pas proposer d'autres produits que l'habillement à cette même cible de consommateurs en sélectionnant bien sûr des produits qui leur correspondent. Donc c'est un petit peu le modèle de Next. Également Shop Direct, qui est ce nouvel acteur ici purement Internet, donc e-retailing, qui pareil a commencé sur l'habillement et qui maintenant devient un acteur notable du secteur de l'ameublement. M&S, que vous connaissez, Marks & Spencer, donc la même problématique que John Lewis et d'autres ensuite distributeurs spécialisés. En termes de vente en ligne, on estime aujourd'hui le volume total des ventes en ligne à 18% du marché total de l'ameublement. Sainsbury via Argos donc, représente 10% du total, et vous voyez Shop Direct en deuxième. Et tous les acteurs s'y mettent, hein, que ce soit les department stores, que ce soit même Ikea qui a pris du retard sur l'Internet, a pris le train en marche, on va dire, est en train de rattraper comment dirais-je, la marche un petit peu, sachant que, bien sûr, quand on parle d'Internet sur l'ameublement, on ne parle pas simplement de la vente, on parle aussi de tout ce qui est communication, on parle aussi de tout ce qui est configuration, réalité augmentée, pour se projeter dans un espace avant même d'avoir visité un magasin. Étant donné que l'achat de mobilier n'est pas un achat d'impulsion, et plutôt un achat réfléchi, les consommateurs vont de plus en plus chercher plusieurs canaux de consommation pour faire leur choix, et ça commence souvent par l'Internet. Alors sur le domestique, purement est estimé à 16 milliards de livres, donc c'est la majorité des 17,5 qu'on a vu avant. Il est décomposé entre 7 et 8 milliards sur la partie donc living and dining, donc tout ce qui est effectivement salon, canapé, etc. Ensuite, vous avez la partie cuisine pour 3,8 milliards de livres, la partie beds and bedroom, donc tout ce qui est chambre, literie, etc. pour 3,7 milliards, et ensuite la partie salle de bain pour 1,2 milliard de livres. Alors là, on revient un petit peu sur les ventes Internet pour montrer un petit peu que la courbe est croissante. Là, vous avez en fait l'évolution des ventes hebdomadaires d'ameublement sur Internet au Royaume-Uni. Et vous voyez qu'en 2014, on était entre 30 et 40 millions de livres vendus par semaine. Et que là, effectivement, on a des pointes en 2017 à 90 millions de livres sterling par semaine vendus sur Internet au Royaume-Uni. Alors, si on passe un petit peu sur le marché du mobilier de bureau, de grosses tendances aussi sur le bureau au Royaume-Uni. Alors, je ne sais pas s'il y a des acteurs sur le mobilier de bureau. D'accord. Moi, j'ai passé 8 ans chez Steelcase, donc c'est une ancienne histoire pour moi aussi. Donc voilà, donc montée du télétravail, les espaces de travail ont beaucoup de pression par rapport au mètre carré ou au foot carré. Et donc effectivement, il y a tous ces espaces partagés, il y a le coworking, il y a de plus en plus d'indépendants, il y a des millions d'indépendants au Royaume-Uni qui travaillent dans des espaces hybrides, les hôtels se mettent au bureau, les maisons se mettent au bureau, donc voilà, donc il y a de grosses tendances par rapport sur ce marché-là. Alors un chiffre d'affaires en dents de scie est très volatile, le marché du mobilier de bureau est beaucoup plus volatile que le marché de la maison.
puisqu'on voit effectivement, après la crise de 2008, que le marché a quand même été divisé par deux. Alors là, ce sont les volumes, donc en millions de livres sterling, en prix au dealer, donc en prix au distributeur, pas le prix client final. Donc vous voyez, on est passé de 800 à 400 et quelques, on est remonté un petit peu en 2014, là on a baissé en 2016, et on remonte un petit peu, on verra les chiffres pour 2017 après. Voilà, les chiffres en 2017 qui sont à peu près de 800, je sais pas, 800, 900, d'accord, donc 900 millions de livres sterling en prix au dealer, et ce qui fait à peu près 1,5 milliard en prix end user, donc client final. Avec les principaux acteurs que vous voyez effectivement au Royaume-Uni, Senator qui est un acteur UK, Herman Miller qui est un acteur américain, malgré que, en fait, qu'ils sont mentionnés UK ici, mais c'est parce que la filiale européenne effectivement est basée à Londres. Beasley qui est un acteur UK, Orange Box qui a été racheté par Steelcase, il me semble, c'est ça, d'accord. Donc effectivement, donc Steelcase, leader européen avec Kynarps, qui est le dernier dans la liste ici, ce qui est assez surprenant. Donc en fait, fusionne avec Orange Box pour le UK. Et voilà, vous avez des acteurs hollandais, suisses, allemands, etc. ensuite qui viennent. Si on prend le mobilier de bureau dans toute l'Europe, le Royaume-Uni fait le même poids que la France, 11% du marché européen du mobilier de bureau. Et à peu près la même taille quand on voit la production, les exportations, les importations UK par rapport à la France, c'est à peu près la même taille de marché. Donc le marché dit contract ou des prescripteurs, donc là effectivement on se référence à du business, du commercial, donc c'est-à-dire tous les espaces professionnels, que ce soit effectivement hôtellerie, restauration, retail, médical, éducation, espace public. Donc voilà, donc c'est du mobilier très spécifique, souvent customisé, qui répond à des exigences de conformité, donc avec une réglementation particulière. Vous connaissez effectivement la réglementation par rapport au feu au UK qui est assez spécifique, et donc une utilisation très intensive de ces mobiliers-là. Donc souvent, effectivement, ces mobiliers sont plus onéreux parce que customisés d'une qualité qui doit être supérieure. Donc l'importance des prescripteurs au UK, c'est vrai que c'est une grosse tendance et c'est une grosse mode et c'est une façon de fonctionner des Britanniques de passer par un contracteur pour gérer leur projet. Ils sous-traitent, les Britanniques outsourcent beaucoup plus cette fonction-là que les autres acteurs européens qui ont tendance à garder cette compétence-là, de faire ces choix. Au UK, pas du tout, c'est très sous-traité. Et Londres également, du fait de l'histoire et sa position par rapport au Commonwealth, par rapport à l'anglais, fait que ces cabinets, un certain nombre, ont des projets à l'étranger également, donc sont très actifs, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie ou dans le reste de l'Europe. Donc on estime qu'on compte à peu près 25 000 architectes au UK et 75 000 designers. Donc un petit peu tendance générale sur à peu près ce qu'on a vu. On note quand même une concentration du marché, même si c'est vrai qu'on a vu au début que le marché était très atomisé, il y a quand même une concentration qui s'opère, donc les petits sont quand même toujours rachetés par les gros. Les ventes en GMS baissent. Tesco a abandonné le marché de l'ameublement récemment, donc fermé boutique. Les magasins spécialisés, c'est un petit peu inégal, ça dépend de leur modèle, notamment s'ils ont réussi à passer le cap Internet. Le e-retailing est en forte hausse, donc fort développement. Sur les magasins indépendants, ce qui peut se passer aussi, c'est la montée en gamme, c'est-à-dire de proposer des produits plus qualitatifs ou plus ciblés, ou qui complètent une offre un petit peu lifestyle dont je vous parlais tout à l'heure, en intégrant tout produit pour une cible bien identifiée de consommateurs. En termes de mobilier, alors on peut noter, j'en ai mentionné quelques-unes, mais certaines tendances par rapport à du mobilier qui doit être multifonctionnel, notamment par rapport à cette pression sur l'espace, le outdoor qui s'invite indoor, le côté recycled, même si les Britanniques ne sont pas aussi sustainably friendly que je pense, les continentaux. Eux, ce qui les intéresse, c'est quand même le coût et que ça marche avant que ce soit un peu green ou un peu recycled.
Et puis le mobilier à bas coût, surtout pour les primo-accédants, parce que les primo-accédants au UK qui doivent payer une somme astronomique pour acheter leur premier appartement, forcément doivent rogner sur le reste un petit peu. Les médias ont un rôle majeur au UK, bien entendu, que ce soit, donc on a parlé déjà d'Internet, TV ou toute présence traditionnelle. Mais effectivement, ça joue un très grand rôle. Tout ce qui est marketing, communication au UK est très important. Je revenais juste sur les deux cibles principales, on en a parlé un petit peu, mais donc c'est les primo-accédants 25-35, où là, effectivement, c'est une cible jeune, plutôt avec un budget plus serré, et ensuite les 36-49, qui eux sont plus des primo-accédants, mais qui font des transactions immobilières de vente et de rachat, qui vont plus grand, qui vont mieux, qui ont un pouvoir d'achat plus élevé, sont également une cible majeure, bien entendu, par rapport au pouvoir d'achat. Alors donc les challenges qui peuvent se transformer en opportunités, les challenges, donc c'est effectivement ce e-commerce qui déstabilise un petit peu les ventes traditionnelles, également le secteur domestique, donc de la maison, qui est lié bien entendu au marché de l'immobilier, qui à ce stade-là se porte plutôt bien, mais bon, jusqu'à quand, si jamais, selon les évolutions Brexit et croissance. Donc effectivement, l'interrogation Brexit par rapport à la supply chain, notamment par rapport aux imports, par rapport aux co-traitances, il y a effectivement des fournisseurs UK qui se sourcent à l'étranger. Et effectivement, ces magasins indépendants qui doivent un petit peu repenser leur modèle, repenser leur offre, sinon ils vont se faire manger. Les opportunités, effectivement, donc le e-commerce crée quand même des opportunités par rapport à de nouveaux acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes codes que les anciennes enseignes type M&S ou John Lewis qui ont 100 ans. Les acteurs du e-commerce ont vraiment une vision très, très neuve, sans a priori, et ils sont beaucoup plus ouverts à la discussion. On l'a vu, on travaille avec ShopDirect par exemple nous-mêmes. C'est vraiment un acteur qui discute de sourcing, qui discute d'offres, avec qui on peut vraiment, vraiment travailler. Donc un secteur toujours en hausse, effectivement. Les produits customisés, les offres différenciées, donc ça effectivement c'est une tendance aussi au UK où on préfère les gammes plutôt profondes, plutôt larges, et pour qu'effectivement il y ait un choix voilà, spécifique fait par chaque consommateur. Et donc ce marché des décorateurs architectes, donc des prescripteurs, est un marché très porteur, il faut quand même le dire. Et donc le but étant de les toucher, ensuite en bénéficiant bien entendu de leur réseau pour augmenter les volumes. Alors un petit peu des conseils pratiques pour le marché britannique. On fait toujours ça avec nos clients qui découvrent un petit peu le marché. Je pense que dans votre cas, il y a certains qui y sont déjà, d'autres commencent, d'autres regardent peut-être le UK, donc vous êtes à des phases différentes. Bien entendu, comme toute négociation à l'export ou toute approche, il faut connaître le marché un petit peu. Il faut être ouvert par rapport au profil de ses interlocuteurs, surtout par rapport à son expérience, on va dire, ce marché domestique, donc le marché français pour vous. Il faut être un peu ouvert parce qu'effectivement les acteurs et les structures peuvent être un peu différentes et donc il faut un petit peu s'adapter. L'anglais bien entendu, les codes britanniques, ponctuel, poli, discret. Et par contre, effectivement en termes de négociation, les Britanniques vont négocier très rapidement. Ils veulent passer au concret. Et en général, les négociations se font sur les prix cibles. Ça veut dire qu'il n'y a pas des négociations de 30% ou plus qui se font. C'est souvent entre 5 et 10% qu'on négocie sur une fourchette. Donc si effectivement ça avance et on voit qu'il y a un terrain d'entente, le Britannique voudra avancer rapidement sur un plan d'action avec effectivement des deadlines et des actions de part et d'autre pour arriver à une concrétisation. Par contre, un non, effectivement, est souvent définitif. Un Anglais ne dira pas non pour avoir plus ou mieux, il dira non, ça veut dire non. Merci beaucoup.